Pendant des années, la France a protégé un homme qui ne méritait pas d'être protégé. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une négligence, c'était une décision collective, silencieuse, maintenue pendant près de 20 ans, de détourner le regard. À la fin de ce documentaire, vous allez comprendre pourquoi l'homme le plus digne de confiance de France a pu faire exactement ce qu'il voulait pendant des années, et pourquoi ceux qui le savaient ont préféré garder le silence plutôt que de risquer leur propre réputation. J'ai passé des semaines à éplucher des enquêtes judiciaires, des témoignages publiés et des déclarations qui, à l'époque, sont passées presque inaperçues, pour reconstituer ce qui s'est réellement passé derrière l'icône verte de la France. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la réputation d'un homme, c'est la crédibilité de tout un pays qui a choisi de croire en un symbole plutôt que d'écouter ses victimes. Tout le monde pensait que Nicolas Hulot était le seul homme politique français en qui on pouvait encore avoir confiance. Mais pendant que la France entière l'applaudissait, des femmes ont essayé de parler, et pendant des années, absolument personne ne les a écoutées. Nicolas Hulot est né à Lille en 1955, mais l'homme que la France a fini par admirer n'est pas né sur un plateau de télévision, ni dans un ministère. Il est né dans la jungle, dans le désert, au sommet d'une montagne, caméra à la main, montrant à des millions de Français une planète que la plupart d'entre eux ne verraient jamais de leurs propres yeux. Avant de devenir un symbole, il fut d'abord simplement un reporter, photographe d'aventure, documentant des expéditions dans des lieux reculés où peu de journalistes français s'aventuraient. Cette période précoce, presque anonyme, forgea sa crédibilité de fond. Il n'était pas un politicien déguisé en écologiste. Il était, avant tout, un homme qui avait touché de ses propres mains les lieux qu'il décrirait ensuite devant les caméras. Son véritable envol arriva lorsqu'il devint le visage d'Ushuaïa, l'émission qui, entre 1987 et 1995, apporta la nature dans les foyers français chaque dimanche soir sur TF1. Il ne parlait pas de politique. Il parlait de glaciers qui fondaient, d'espèces qui disparaissaient, d'un monde qui manquait de temps. Et la France l'écoutait, semaine après semaine, année après année, la même voix calme, le même geste d'émerveillement sincère devant un paysage vierge, la même inquiétude répétée comme un mantra. Ce que vous voyez pourrait ne plus exister pour vos enfants. Dans un pays où la politique se vivait comme un spectacle de tranchées, Hulot offrait quelque chose de différent, une cause qui, en apparence, n'avait pas de camp. En 1990, il créa sa propre fondation, d'abord baptisée Fondation Ushuaïa, rebaptisée en 1995 sous son propre nom, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Ce n'était ni un caprice de célébrité, ni une manœuvre de communication. C'était la preuve, aux yeux de millions de Français, que sa préoccupation pour la planète ne s'arrêtait pas lorsque les caméras s'éteignaient. La Fondation commença à conseiller les politiques publiques, à financer des projets de conservation, à devenir un acteur réel de l'écosystème environnemental français. Mais ce qui construisit vraiment sa légende, ce ne fut pas ce qu'il accepta, mais ce qu'il refusa, encore et encore, pendant près de 2 décennies. Jacques Chirac lui proposa le ministère de l'Environnement. Il refusa. Nicolas Sarkozy le lui proposa ensuite. Il refusa de nouveau. François Hollande insista une 3e fois. Et de nouveau, non. 3 présidents, de 3 bords politiques différents, frappant à la même porte avec la même offre et recevant la même réponse. Chaque refus alimentait le même mythe dans l'imaginaire collectif français. Voici un homme qui ne voulait pas du pouvoir, qui préférait la pureté de sa mission au confort d'un poste ministériel. Lorsqu'il accepta finalement, en décembre 2012, de devenir envoyé spécial de Hollande pour la protection de la planète, il le fit, comme il le souligna lui-même publiquement, sans salaire, en tant que bénévole, comme si accepter de l'argent pour sauver le monde était presque une trahison de la cause qu'il représentait. Pendant 3 ans, il exerça ce rôle, jouant un rôle essentiel dans la préparation de la COP 21, la conférence climatique historique de Paris, en 2015. Par conséquent, lorsqu'Emmanuel Macron arriva au pouvoir en 2017 et frappa de nouveau à sa porte, tout le pays retint son souffle. Allait-il refuser une 4e fois? Il ne le fit pas. Le 17 mai 2017, Nicolas Hulot accepta de devenir ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Et ce qui se produisit lors de cette cérémonie de passation de pouvoir acheva de sceller son image aux yeux de la France entière. Il fondit en larmes devant les caméras. Il ne feignait pas, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensa.
un homme endurci par des années d'expéditions extrêmes dans les recoins les plus hostiles de la planète, pleurant d'émotion en assumant la responsabilité de protéger ce qu'il aimait tant. Cet instant, retransmis en direct à tout le pays, valait plus que n'importe quelle campagne électorale. Les sondages le confirmèrent presque immédiatement. Une enquête YouGov, réalisée pour le Huffington Post et CNews, le plaça comme la personnalité politique préférée des Français. Son score net de popularité grimpa de 25 points d'un seul coup. Pendant des années, l'Institut IFOP l'avait également placé tout en haut du classement général des personnalités préférées du pays. Ce n'était pas simplement un ministre populaire, c'était, selon les chiffres, le Français en qui la confiance était la plus grande, dans tous les domaines de la vie publique. Mais voici ce que presque personne ne s'est arrêté à se demander dans ce moment d'euphorie collective. Pourquoi un homme qui avait refusé le pouvoir sous 3 présidences différentes avait-il quand même besoin d'être aimé par tout un pays? Pourquoi la pureté de son image publique importait-elle autant que la pureté de sa cause environnementale? Cette question, en 2017, semblait presque offensante à formuler à voix haute. Personne ne la posait. Hulot était, pour la France entière, l'homme bon. Le seul politicien en qui on pouvait encore croire sans réserve. Et pourtant, 16 mois après cette cérémonie en larmes devant les caméras, ce même homme allait disparaître du gouvernement en quelques minutes, sans prévenir personne, un matin à la radio, que personne n'avait vu venir. Ce qui s'est passé entre ces deux scènes, les larmes de 2017 et le départ brutal de 2018, est la première fissure visible de cette histoire. Et pour la comprendre complètement, il faut d'abord comprendre ce qui filtrait déjà, à voix basse, dans des cercles très restreints, bien avant que la France entière ne soit prête à l'entendre. En 2008, une photojournaliste nommée Pascale Mitterrand, petite fille de l'ancien président François Mitterrand, déposa une plainte pour viol contre Nicolas Hulot. Les faits, selon son récit, s'étaient produits 11 ans plus tôt, en 1997, lors d'un travail professionnel lié à la photographie. Par conséquent, lorsqu'elle décida finalement de parler et de porter plainte, le délit était déjà prescrit depuis 1 an. Le résultat légal de cette démarche importait peu. Ce qu'elle voulait, selon ses déclarations ultérieures, c'était qu'il sache comment elle avait vécu les choses de son point de vue. Après cette expérience, elle abandonna d'ailleurs complètement le photojournalisme. 1 mois après avoir déposé plainte, Hulot fut interrogé par la gendarmerie de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, à sa propre demande. Dans cette déclaration, il reconnut qu'il y avait eu une relation sexuelle entre eux, mais il nia catégoriquement toute forme de contrainte ou de violence. La plainte fut classée sans suite en octobre de la même année, sans aucune conséquence légale. Et pendant 10 ans, ce dossier resta exactement là où il était, fermé, oublié, invisible pour le pays, qui, en parallèle, commençait à idolâtrer cet homme comme son icône environnementale numéro 1. Mais un dossier fermé ne signifie pas un dossier détruit. Le 9 février 2018, le magazine Hebdo, une jeune publication qui n'en était qu'à son 5e numéro, révéla cette plainte vieille de 10 ans. Le ministre de la Transition écologique en exercice du gouvernement Macron était pointé du doigt publiquement pour la première fois. L'article, il faut le dire honnêtement, était imprécis sur plusieurs points. Il ne détaillait clairement ni la date exacte des faits, ni leur déroulement, ni le contenu précis de la plainte originale. Cela suffit néanmoins à allumer la première étincelle publique d'un scandale qui mettrait des années à exploser complètement. Hulot réagit immédiatement et avec fermeté. Il demanda à ses avocats de déposer une plainte pour diffamation contre le magazine et les journalistes responsables de l'article. Mais ce qui, en 2018, ne fut qu'un petit incendie maîtrisé, devint en 2021 un brasier que plus personne ne put éteindre. Le 25 novembre de cette année-là, l'émission Envoyé spécial, sur France 2, diffusa un reportage qui avait nécessité 4 années complètes d'enquête, menée en stricte confidentialité par la journaliste Virginie Villard et son équipe. 6 femmes, et non une seule, accusèrent Nicolas Hulot d'agression sexuelle et de viol. Les faits dénoncés par ces 6 femmes s'étalaient sur une période de près de 20 ans, entre 1989 et 2008. L'une de ces femmes était mineure au moment exact des faits qu'elle dénonçait. En marge du reportage, une 7e femme, Maureen Dor, déclara publiquement avoir été agressée sexuellement par Hulot alors qu'elle n'avait que 18 ans. La présentatrice de l'émission, Élise Lucet, prit une décision inhabituelle avant la diffusion. Elle refusa toute projection préalable du reportage à la presse.
Mais la veille de la diffusion officielle, Hulot savait déjà parfaitement ce qui allait se passer le lendemain. Il apparut sur BFM TV pour nier toutes les accusations par anticipation. Et il annonça quelque chose qui surprit même ceux qui suivaient sa carrière depuis des années. Il quittait, selon ses propres mots, définitivement la vie publique pour protéger ses proches. Il refusa cependant de s'exprimer dans le reportage lui-même qui le mettait en cause. Quelques jours après la diffusion, l'une des femmes ayant témoigné dans le programme, précisément celle qui était mineure au moment des faits qu'elle dénonçait, déposa une plainte formelle pour viol devant la justice française. Hulot se défendit avec une phrase qui allait se répéter pendant des mois dans toute la presse française. Il parla d'être soumis à un tribunal médiatique. La réalisatrice du reportage, Virginie Villard elle-même, répondit sans détour à cette accusation. Recueillir des témoignages pendant 4 ans, les vérifier un par un, les recouper entre eux et offrir à Hulot lui-même et à ses avocats la possibilité de donner leur version des faits avant la diffusion, ce n'était pas un tribunal médiatique. C'était, dit-elle avec fermeté, simplement faire du journalisme d'investigation sérieux et responsable. 6 femmes, près de 20 ans de silence accumulé, et une question qui commençait à se former, avec de plus en plus de force, dans l'esprit de quiconque suivait cette histoire de près. Si tout cela était vrai, si tant de femmes différentes, sans lien apparent entre elles, décrivaient des schémas si similaires sur 2 décennies, comment était-il possible que personne ne l'ait arrêté avant? La réponse à cette question commence exactement en 2018, au moment où le magazine Hebdo publia la première plainte contre un ministre en pleine fonction. Nicolas Hulot était, à cet instant précis, une pièce clé du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ce gouvernement, au lieu d'ouvrir une enquête interne, d'exiger des explications détaillées, ou au moins de garder une distance prudente, le temps de clarifier les faits, fit exactement le contraire. Il resserra immédiatement les rangs autour de son ministre vedette. Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, publia une tribune dans le journal du dimanche. Dans ce texte, elle accusa ceux qui pointaient Hulot du doigt de bafouer la parole des femmes en général, une accusation ironique compte tenu du contexte exact dans lequel elle la prononçait. Elle le décrivit, de surcroît, comme un homme charmant et respectueux. La fonctionnaire responsable, en théorie, de protéger institutionnellement les victimes de violences sexistes en France entière, choisit de défendre publiquement l'homme dénoncé par l'une d'elles. Par conséquent, le message que la France entière reçut à ce moment précis fut dévastateur dans sa clarté, même si peu de gens l'interprétèrent ainsi sur le coup. Si vous osiez toucher à Nicolas Hulot, le gouvernement tout entier se retournerait contre vous, sans nuance ni enquête préalable. Des années plus tard, lorsque le scandale ressurgit avec force en 2021, une dirigeante d'un parti écologiste le dit sans détour devant les micros. Le gouvernement devait s'excuser formellement pour ce soutien inconditionnel de 2018, car ce que ce soutien transmit, en pratique, à toutes les victimes de violences sexuelles en France, fut un message brutal et parfaitement clair. Si vous essayez de toucher au nôtre, nous ferons bloc contre vous, peu importe les preuves accumulées. Mais la couche de protection autour de Hulot n'était pas seulement politique, elle était aussi profondément médiatique, et cette couche médiatique s'avéra, avec le temps, encore plus difficile à démonter que la couche politique. Pendant des années, selon ce que révéla ensuite un programme d'investigation intitulé « Mécanique du journalisme », différents journalistes qui tentèrent de suivre la piste de cette histoire se heurtèrent à des obstacles constants et délibérés. Il y eut des pressions exercées sur des médias et des journalistes individuels. Il y eut des renoncements forcés à poursuivre certaines enquêtes. Le magazine Hebdo lui-même, la première publication à avoir osé sortir cette affaire au grand jour, fit faillite économiquement peu de temps après cette publication, un dénouement que beaucoup dans la profession journalistique interprétèrent, à voix basse, comme un avertissement silencieux pour quiconque voudrait emprunter le même chemin. Il y eut même des actes concrets d'intimidation dirigés contre ceux qui continuaient d'enquêter, malgré les difficultés croissantes. Et lorsque le scandale complet éclata finalement en 2021, la défense proposée par certaines figures proches du cercle de Macron révéla quelque chose d'encore plus dérangeant que la simple protection politique initiale. Un ancien conseiller d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui avait eu Hulot dans son gouvernement pendant 15 mois, expliqua publiquement qu'en 2018, Hulot lui-même leur avait assuré, en personne, que les accusations portées contre lui n'avaient aucun fondement réel et que, tout simplement, n'avait aucun moyen concret de confronter cette version à celle d'une plaignante qui, à ce moment précis, préférait rester anonyme.
Autrement dit, la défense officielle se résumait à une phrase qui allait se répéter, avec des variantes, pendant des années. Nous ne savions rien avec certitude. Mais ce qui est certain, et c'est ce que l'histoire finirait par exposer avec crudité, c'est que personne au sein du gouvernement ne prit jamais la peine de vérifier réellement. Emmanuel Macron lui-même, déjà en décembre 2021, alors que le scandale était complètement révélé au public, prononça une phrase qui résume l'équilibre presque impossible dans lequel la France entière avait vécu pendant des années sans le savoir totalement. Il fallait accompagner la libération de la parole des victimes, dit-il devant l'ensemble de son gouvernement, mais sans tomber, avertit-il aussitôt, dans une société de l'Inquisition. 14 femmes, parmi lesquelles plusieurs de celles qui avaient dénoncé directement Hulot, répondirent publiquement à cette phrase par une tribune commune, publiée dans le journal Le Monde. Elles reprochèrent au président lui-même de les placer, elles, les plaignantes, du côté des inquisiteurs, plutôt que du côté des victimes, qui cherchaient simplement justice après des années de silence forcé. Par conséquent, pendant près de 20 années complètes, la protection de Nicolas Hulot ne dépendit jamais d'une seule personne ni d'une seule institution isolée. Elle dépendit en réalité d'un système complet fonctionnant ensemble, presque comme une machinerie bien huilée, bien que personne ne l'ait délibérément conçue comme telle. Un gouvernement qui préférait systématiquement la loyauté politique à la vérité gênante. Un appareil médiatique capable d'intimider et de faire taire quiconque enquêtait trop en profondeur, et un pays entier qui avait décidé, bien avant même que les accusations formelles n'existent, que cet homme en particulier était tout simplement incapable de faire du mal à qui que ce soit. Ce fut la véritable architecture du silence qui entoura cette affaire pendant si longtemps. Et cette architecture, si soigneusement maintenue pendant des années, commença à se fissurer exactement le jour où Nicolas Hulot, sans que personne ne s'y attende, décida de quitter le gouvernement de sa propre volonté. Le 28 août 2018, à peine 6 mois après la première plainte publiée par le magazine Hebdo, Nicolas Hulot s'assit devant le micro de France Inter, dans ce qui ressemblait à une interview de routine matinale, comme tant d'autres qu'il avait accordées auparavant, sans conséquences particulières, et sans aucun avertissement préalable, sans avoir informé ni le président Macron ni le Premier ministre Édouard Philippe de sa décision, il annonça en direct sa démission immédiate du gouvernement. La nouvelle tomba, selon la description de nombreux médias français de manière presque unanime, comme un couperet sur la classe politique du pays. Hulot n'accusa pas directement les accusations dans son discours de départ. Il ne les mentionna même pas une seule fois. Il parla, en revanche, longuement de sa solitude face à une mission qui, selon ses propres mots, le dépassait complètement. Il se demanda, devant des millions d'auditeurs attentifs, si la France avait réellement une société civile mobilisée de manière structurée pour la cause de la biodiversité. Il se demanda aussi si les grandes formations politiques du pays, y compris l'opposition, étaient capables de s'élever au-dessus de leurs querelles partisanes pour s'accorder sur l'essentiel en matière environnementale. Il décrivit l'état de la planète avec une image qui allait se répéter pendant des jours dans la presse. Il la compara à une étuve, un four qui chauffe sans contrôle ni frein possible. Ce fut, pour le public qui l'écoutait à ce moment-là, l'image parfaite d'un homme intègre et épuisé, vaincu non pas par ses propres erreurs, mais par l'indifférence structurelle d'un système politique qui n'était pas à la hauteur de l'urgence climatique qu'il dénonçait depuis des années avec véhémence. Mais ce récit soigneusement construit, celui de l'écologiste solitaire vaincu par l'indifférence du pouvoir, garda cachée pendant 3 années supplémentaires la véritable fracture qui courait sous la surface. Car le même homme qui, en 2018, quitta ses fonctions parmi des éloges mutuels envers la loyauté et l'affection de Macron et de Philippe, décrivant ses 15 mois de gouvernement comme marqués par une fidélité absolue envers sa personne, était le même homme qui portait déjà, à ce moment précis, une plainte pour viol que le magazine Hebdo avait rendue publique à peine 6 mois plus tôt. L'opinion publique française, cependant, ne fit pas le lien entre les deux faits à l'époque, même partiellement. 66% des Français interrogés après son départ du gouvernement se déclarèrent d'accord avec sa décision de quitter ses fonctions, mais ils l'approuvaient, comme cela deviendrait clair des années plus tard, pour de mauvaises raisons. La véritable chute, celle qui relia enfin tous les points épars de cette histoire, arriva 3 ans plus tard. Le 26 novembre 2021, à peine un jour après la diffusion du reportage d'Envoyé spécial, le tribunal judiciaire de Paris ouvrit formellement une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. L'objectif déclaré de cette enquête
était de déterminer si les faits dénoncés par les 6 femmes pouvaient effectivement constituer une infraction pénale poursuivable, et si, compte tenu de leur ancienneté, l'action publique était déjà prescrite selon le Code pénal français. Le 24 mai 2022, Nicolas Hulot fut interrogé formellement par la Brigade de protection des mineurs, en lien direct avec la plaignante qui était mineure au moment des faits qu'elle décrivait en détail devant les enquêteurs. Il ressortit libre immédiatement après cet interrogatoire, sans charge formelle retenue à ce moment-là. Mais en septembre 2022, le parquet de Paris annonça publiquement le classement définitif de l'enquête, invoquant la prescription de l'action pénale comme motif central de cette décision, et non l'absence de crédibilité des témoignages recueillis. Aucune des affaires dénoncées par les différentes femmes n'arriva jamais devant un tribunal. Aucune des 6 femmes du reportage, ni Pascal Mitterrand 14 ans plus tôt, n'obtint jamais de condamnation contre lui. La justice française, en termes strictement légaux et procéduraux, ne condamna jamais formellement Nicolas Hulot pour aucun des faits qui lui étaient reprochés. Et pourtant, ce même jour du classement définitif, l'homme qui avait été pendant des années la personnalité politique la plus aimée de toute la France annonça, de manière publique et formelle, son retrait définitif de la vie publique, pour protéger, selon ses propres mots, ses proches et la fondation qui portait son nom. Aucun tribunal n'a jamais condamné Nicolas Hulot pour aucun des faits qui lui furent attribués au fil des années. Chacune des plaintes déposées contre lui, celle de Pascal Mitterrand en 2008 et celle des 6 femmes qui parlèrent publiquement en 2021, fut classée exactement pour la même raison légale, la prescription de l'action pénale. Les faits dénoncés étaient, dans tous les cas, trop anciens pour être jugés au sein du système judiciaire français, un détail procédural qui n'a rien à voir avec la véracité ou la fausseté de ce que rapportaient les plaignantes. Par conséquent, en termes strictement légaux, Nicolas Hulot est aujourd'hui, devant la loi française, un homme totalement libre de toute accusation pénale. Mais ce que la justice formelle n'a pas pu ou n'a pas voulu faire, l'opinion publique française a fini par le faire elle-même, avec une force bien plus grande et bien plus durable que n'importe quelle condamnation judiciaire n'aurait jamais pu avoir. L'avocate de l'une des plaignantes, connue publiquement sous le nom de Sylvia, qui avait à peine 16 ans lorsque se produisirent les faits qu'elle dénonçait, l'exprima avec une précision absolue au moment exact du classement de l'affaire. La clôture de l'enquête n'effaçait en rien les faits que sa cliente avait décrits avec clarté et détail devant les enquêteurs. Cela signifiait seulement, précisa-t-elle avec fermeté, que le temps légal disponible pour les juger avait expiré sans remède possible. Les dommages collatéraux de toute cette histoire ne se limitèrent en aucune façon à la seule figure de Nicolas Hulot. Mathieu Orphelin, pendant des années l'un de ses collaborateurs politiques les plus proches et les plus fiables, fut écarté formellement de la campagne présidentielle de Yannick Jadot à peine 2 jours après la diffusion du reportage de 2021. Marlène Schiappa, la fonctionnaire qui, en 2018, avait défendu publiquement et avec véhémence Hulot au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, porta pendant des années cette défense publique comme une tâche pratiquement impossible à effacer de sa trajectoire politique. Le gouvernement d'Emmanuel Macron lui-même dut affronter, en plein Conseil des ministres, la question directe et gênante de savoir s'il devait ou non s'excuser formellement pour le soutien institutionnel qu'il avait accordé à Hulot 3 ans plus tôt, sans aucune vérification préalable des faits dénoncés. Et la France, en tant que pays tout entier, dut affronter quelque chose d'encore plus gênant que le destin individuel d'un seul homme, la certitude troublante d'avoir idolâtré pendant près de 2 décennies complètes une figure qui, selon 6 femmes différentes, sans lien apparent entre elles, réparties sur près de 20 ans de sa vie publique et privée, n'a jamais cessé de causer du tort pendant que le pays tout entier l'applaudissait sans réserve ni question. L'homme qui pleura publiquement lors de sa prise de fonction ministérielle, l'homme qui refusa 3 offres présidentielles successives par pureté de conscience, selon le récit officiel qu'il contribua lui-même à construire, l'homme qui domina pendant des années le classement des personnalités les plus aimées de toute la France, s'avéra être, selon les preuves accumulées pendant près de 20 ans de silence institutionnel, 2 personnes complètement distinctes, coexistant sous la même image publique, soigneusement construite et entretenue pendant des décennies.
Aujourd'hui, Nicolas Hulot vit complètement retiré de la vie publique française, comme il l'avait annoncé formellement en 2022. Sa fondation continue d'exister, bien que son rôle public en tant que visage de l'écologisme français ait presque entièrement disparu du débat national. Il n'apparaît plus à la télévision, il ne domine plus les classements de popularité. L'homme qui fut autrefois, selon tous les sondages disponibles pendant des années consécutives, le Français en qui la confiance était la plus grande, est devenu un nom que beaucoup de Français préfèrent, aujourd'hui, ne pas prononcer à voix haute. Et voici, au fond, la véritable révélation de cette histoire complète. Ce n'est pas que Nicolas Hulot ait été accusé formellement par plusieurs femmes au fil des années. Les hommes puissants sont constamment accusés dans n'importe quelle société, et ces accusations ne se révèlent pas toujours vraies après une enquête exhaustive et rigoureuse. La véritable révélation, celle qui devrait vraiment déranger quiconque suit cette histoire jusqu'au bout, c'est qu'un pays tout entier, ses journalistes les plus reconnus, ses ministres les plus haut placés, son propre président de la République, eut suffisamment d'informations pour douter sérieusement pendant des années entières et choisit, encore et encore, de manière systématique et presque mécanique, de continuer à applaudir sans jamais poser les questions gênantes que la situation exigeait. Car il est, sans aucun doute, bien plus confortable pour n'importe quelle société de croire aveuglément en une icône soigneusement construite que d'affronter la possibilité troublante de s'être profondément trompé à son sujet pendant près de 20 années complètes. Nicolas Hulot n'est pas le seul homme que la France a protégé pendant des années sans poser les bonnes questions. Ce n'est pas non plus le seul cas où le silence institutionnel s'est soigneusement déguisé en loyauté, ni le seul exemple d'un pays entier choisissant, collectivement, de détourner le regard. Car pendant que la France débattait d'icônes écologistes et irréprochables et de ministres au-dessus de tout soupçon, une autre histoire se déroulait en parallèle, cette fois au cœur même du pouvoir politique français, au sein même du palais de l'Élysée. Cette fois, il ne s'agit pas d'un écologiste applaudi pour ses documentaires sur la nature. Il s'agit du président de la République lui-même. Un homme qui gouverna la France pendant 5 ans et qui, comme l'a révélé ensuite avec crudité la principale intéressée de cette histoire, fut capable d'humilier publiquement la femme qui partageait sa vie, devant les caméras, devant la presse, devant tout un pays qui observait en temps réel sans vraiment comprendre ce qu'il était en train de voir. Ce que Valérie Trierweiler a vécu durant les années où elle fut première dame de France ne fut pas simplement une trahison privée, de celles qui se produisent et se règlent à huis clos. Ce fut une humiliation construite de manière publique, systématique, presque calculée, pendant que l'appareil du pouvoir entourant Hollande décidait, tout comme cela s'était produit avec Hulot, que protéger l'image de l'homme au sommet importait plus que la dignité de la femme à ses côtés. Si vous voulez comprendre jusqu'où le pouvoir peut aller lorsqu'il décide qu'une personne ne lui est plus utile, et comment ce même pouvoir peut transformer la souffrance de quelqu'un en spectacle public, sans que presque personne n'intervienne pour l'arrêter, vous devez voir ce que François Hollande a fait subir à Valérie Trierweiler, en direct, devant toute la France.